Il existe des disparitions qui frappent comme un coup de tonnerre, puis il y a celles qui laissent derrière elles une sensation plus terrible encore, celle d'un drame silencieux, long, presque clandestin, vécu loin des regards, derrière le maquillage, derrière le rire, derrière l'élan d'un plateau de tournage. Pour un comédien, il n'y a peut-être rien de plus cruel que de sentir son propre corps lui retirer, jour après jour, ce qui faisait sa présence au monde, la voix, la vigueur, la disponibilité, la lumière. Dans la reconstitution intime que l'on imagine aujourd'hui, tout semble commencer trop tôt, au cœur des années encore actives, comme si la tragédie avait choisi son heure au moment même où l'homme continuait à faire son métier, à jouer, à rassurer, à sourire. L'idée qu'un acteur puisse apprendre que quelque chose d'irréparable grandit en lui, alors même que la caméra tourne, puis qu'il continue malgré tout, qu'il serre les dents, qu'il protège les autres de sa propre chute, donne à cette histoire une noirceur presque insoutenable. Et lorsqu'enfin la fatigue devient plus forte que le courage, lorsque le corps ne suit plus, lorsque l'absence s'impose là où l'on attendait encore sa silhouette, ce n'est plus simplement une mort que l'on découvre, c'est une longue agonie cachée, une bataille menée à huis clos et une famille anéantie, jusqu'à cette épouse nouvellement mariée, Audrey, qui croyait encore tenir le temps à distance alors qu'il lui échappait déjà des mains. Le cancer reste, dans l'imaginaire collectif comme dans la réalité la plus nue, l'une des maladies les plus effrayantes qui soit. Il ne se contente pas d'attaquer les chairs, il ronge les calendriers, déforme les projets, transforme chaque bonne nouvelle en sursis et oblige les proches à vivre dans cette salle d'attente morale où l'espoir et la peur se déchirent sans cesse. On parle souvent de combat, de courage, de ténacité, mais ces mots restent pauvres face à ce que signifie vraiment la récidive. La récidive, c'est le retour du cauchemar alors qu'on croyait avoir payé le prix. C'est la seconde sentence, plus froide, plus dure, plus injuste encore. Dans le cas de Bruno Salomon, ce qui bouleverse tant aujourd'hui n'est pas seulement la violence de la fin, mais le contraste entre l'image publique d'un homme aimé, discret, drôle, et la réalité d'une souffrance menée dans l'ombre. Beaucoup ignoraient qu'il luttait depuis des années, que la maladie avait repris du terrain, qu'elle avait fini par lui voler ce qu'aucun rôle, aucun succès, aucun souvenir de scène ne pouvait lui rendre. Le temps. Pour comprendre la déflagration provoquée par sa disparition, il faut revenir en arrière, bien avant le deuil, bien avant la maladie, bien avant même la célébrité. Bruno Salomon naît le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Il appartient à cette génération de comédiens qui ne sont pas arrivés par stratégie froide, mais par détour, par nécessité intérieure, par obstination de timide. Au début des années 1990, il décroche un bac-C au lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi. Il aurait voulu devenir vétérinaire, mais ne se juge pas assez brillant pour cette voie. Alors il bifurque, comme le font souvent les destins que l'on croit ratés, et qui sont en réalité en train de se révéler. Il écrit. Il observe. Il transforme ses hésitations en matière comique. Il joue dans de petits cafés-théâtres. Et, détail presque romanesque tant il dit quelque chose de la modestie des commencements, il enfile pendant 2 ans le costume de Dingo à Euro Disney. Cette image résume tout. Avant d'être reconnu, avant d'être applaudi sous son propre nom, Bruno Salomon aura appris à faire exister un personnage derrière un masque, dans l'anonymat, dans l'effort, dans l'humilité. En 1995, il apparaît même dans une VHS promotionnelle pour la PlayStation. 1 an plus tard, en 1996, sa victoire à Graines de Star sur M6 le propulse enfin vers cette notoriété qui, chez lui, ne ressemblera jamais à une posture. Ce n'est pourtant pas un succès éclair, au sens brutal du terme. C'est plutôt une montée lente, organique, presque fraternelle. En 1998, Bruno Salomon se produit régulièrement au Carré Blanc, rue Fontaine à Paris, puis rejoint la troupe Nous à nous avec Éric Collado, Emmanuel Joucla, Éric Massot et Jean Dujardin. C'est l'époque des bandes, des nuits de travail, des enthousiasmes sans calcul, de la télévision encore capable de révéler des tempéraments singuliers. La troupe trouve sa place dans l'univers de Patrick Sébastien, au sein de Fiesta sur France 2. Avec Jean Dujardin, Salomon passe ensuite par Farce Attaque, avant d'emprunter son propre chemin au début des années 2000. Ce passage est décisif,
car il dit la nature profonde de l'homme. Assez collectif pour faire exister une bande, assez personnel pour ne pas se dissoudre en elle. Il ne sera jamais seulement l'ami d'un tel ou le second de tel autre. Il deviendra Bruno Salomon, avec sa nervosité tendre, son absurdité contrôlée, son regard à la fois inquiet et drôle, cette manière très particulière de faire rire sans écraser personne. Il y a chez certains comédiens une faculté plus rare qu'on ne le croit, celle de s'installer dans la mémoire du public sans bruit, sans scandale, sans machine tapageuse. Bruno Salomon était de ceux-là. Sa filmographie n'a jamais eu besoin de vacarme pour marquer les gens. Il a traversé le cinéma, la télévision, le théâtre, le doublage, les émissions cultes, avec une souplesse qui faisait de lui un artisan précieux du divertissement français. On l'a vu dans Brise de Nice, dans Kaamelott, dans divers projets populaires, mais c'est surtout à la télévision qu'il a tissé ce lien d'intimité avec les Français. Sa voix, son visage, son rythme, sa façon d'incarner le désordre attendrissant d'un homme ordinaire, ont peu à peu fabriqué une proximité rare. Il ne donnait pas l'impression de venir d'un autre monde. Il ressemblait à ce voisin un peu lunaire, à ce père débordé, à cet ami trop pudique pour se raconter vraiment. Et c'est précisément pour cela que tant de gens l'aimaient. Même ses rôles secondaires semblaient emporter avec eux une épaisseur humaine que d'autres mettaient des années à conquérir. Et puis il y a eu Denis Boulet. Pour toute une partie de la France, Bruno Salomon ne fut pas seulement un acteur apprécié. Il fut ce père délicieusement décalé de « fais pas ci, fais pas ça ». Ce personnage à la fois exaspérant, tendre, maladroit, excessif et profondément humain, qui a accompagné les foyers pendant des années. C'est là que le pays l'a adopté au-delà de la simple popularité. Le rôle de Denis Boulet lui a donné une forme d'immortalité domestique. On ne le regardait pas comme une star lointaine, mais comme un membre d'une famille élargie, une silhouette récurrente des soirées télévisées, un repère familier. Cette série l'a inscrit durablement dans le cœur du public, aux côtés d'Isabelle Gélinas, Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec. Et lorsque l'on sait aujourd'hui que plusieurs de ses partenaires ont parlé d'une famille en deuil, cette formule n'a rien d'une exagération promotionnelle. Le deuil n'est pas seulement professionnel. Il est affectif, organique, presque domestique, à la mesure du lien que cette série avait créé entre les acteurs eux-mêmes et entre tous et les téléspectateurs. Le 15 mars 2026, tout s'arrête. Bruno Salomon meurt à Joinville-le-Pont, à l'âge de 55 ans. Son agent annonce une disparition après une longue maladie. Très vite, d'autres précisions émergent. Il s'agissait d'un cancer qui avait récidivé. La nouvelle provoque un choc national d'autant plus fort qu'elle touche un visage qui semblait, par essence, appartenir au registre du vivant, du mouvement, de la chaleur. Un acteur de 55 ans, aujourd'hui, ce n'est pas un homme au terme de sa route. C'est un homme au milieu de ses possibles. C'est un âge de maturité, de profondeur, de renouveau, parfois même d'apogée. Voir cette trajectoire se briser si tôt a quelque chose d'intolérable. Les témoignages insistent tous sur cette même impression. Il y avait encore du travail, des projets, des envies, des rires à venir. Et c'est précisément ce qui rend sa mort si difficile à accepter. Elle n'arrive pas au bout d'une légende achevée, mais en plein mouvement, comme une porte claquée au milieu d'une phrase. C'est dans ce sens que le titre de ce drame prend toute sa puissance. La mort n'est jamais vraiment comme on l'imagine. Elle n'obéit ni au récit public, ni aux apparences. Elle surprend même lorsqu'elle a été précédée par la maladie, parce que l'être humain n'accepte jamais complètement l'idée que quelqu'un qu'il voit encore, qu'il aime encore, qu'il revoit encore dans une rediffusion ou dans un souvenir partagé, puisse soudain basculer dans l'irrévocable. Jean-Luc Reichmann, bouleversé comme tant d'autres au cours de cette semaine noire du spectacle français, est devenu malgré lui l'un des visages de cette sidération collective. Ce n'est pas tant une phrase exacte qu'il faudrait retenir ici, qu'une vérité plus vaste, plus terrible, plus universelle. Personne ne sait vraiment comment la vie se retire, ni quand elle décide de cesser de promettre. On pense toujours que l'on aura un signe de plus, un jour de plus, une apparition de plus, un texte de plus à envoyer, une visite de plus à faire. Puis l'on découvre qu'il n'y aura plus rien d'autre que le regret. Le chagrin de ses proches a donné à cette disparition une dimension presque insoutenable. Jean Dujardin, lié à Bruno Salomon depuis les années Nous, ça, nous,
à rappeler la profondeur de leur amitié, vieille de plus de 30 ans, en évoquant un être d'une grande âme, attentif aux autres, admirable jusqu'au bout. Guillaume de Tonquédec et les comédiens de Fais pas ci, fais pas ça ont eux aussi parlé d'un arrachement. Isabelle Gélinas a laissé entendre que l'espoir s'était effondré depuis des mois. Tout cela dessine un tableau dessirant, celui d'un cercle intime qui savait, qui voyait l'étau se resserrer, qui accompagnait, qui soutenait, tout en continuant à vivre sous le regard d'un public qui, lui, n'avait pas toutes les pièces du puzzle. Il y a quelque chose de profondément poignant dans ce décalage entre le pays qui découvre soudain une mort et les proches qui, eux, vivaient déjà depuis des semaines, parfois depuis des mois, avec l'idée du pire. Le décès n'est alors pas seulement une annonce, il est l'instant où un secret de souffrance devient une vérité nationale. Et au cœur de ce secret, un autre détail a brisé bien des cœurs. Bruno Salomon avait retrouvé l'amour, et même le bonheur simple, presque fragile, de se marier peu de temps avant sa disparition. Audrey, sa compagne de longue date, était devenue son épouse récemment. Dans les hommages et les révélations des jours qui ont suivi, cette information a résonné avec une force terrible. Car il y a dans un mariage célébré à l'approche de la mort quelque chose d'à la fois magnifique et dévastateur. Magnifique, parce qu'il affirme la fidélité à la vie jusque dans l'ombre. Dévastateur, parce qu'il fait mesurer l'ampleur de ce qui est arraché. On imagine ce que représente un tel veuvage lorsqu'il commence presque au moment même où l'on croyait enfin sanctuariser l'amour. On imagine l'injustice particulière qui frappe une femme devenue épouse alors que le monde se préparait déjà, sans qu'elle puisse le vouloir, à la nommer veuve. Toute la violence du destin tient parfois dans ce télescopage entre la promesse et le tombeau. Dans les jours qui ont suivi, la France n'a pas seulement pleuré un acteur, elle a réexaminé ce qu'elle savait de lui. On a reparlé du jeune homme discret devenu humoriste, du garçon qui avait voulu devenir vétérinaire avant d'inventer sa propre voix, du comédien de troupe devenu visage populaire, de la voix familière de tant de programmes, du partenaire fidèle, du collègue aimé, de l'homme qui travaillait encore, selon ses proches, sur des projets jusqu'au dernier moment. Ce portrait en creux est peut-être le plus bouleversant. Il dit qu'un artiste ne cesse pas d'être artiste quand la maladie approche. Il continue tant qu'il peut à créer, à imaginer, à tenir contre l'effacement. Le corps se dérobe, mais l'élan intérieur refuse longtemps de céder. C'est là que le mot courage retrouve un sens. Non pas le courage spectaculaire, mais celui, infiniment plus émouvant, de l'homme qui persiste à être lui-même alors que tout l'invite à s'effondrer. Ses obsèques, annoncées pour le 23 mars 2026 à Joinville-le-Pont, dans l'église Sainte-Anne de Polengis, avant l'inhumation au cimetière communal, ont achevé de donner à cette histoire la solennité des tragédies nationales discrètes. Il ne s'agit pas des funérailles tonitruantes d'un monstre sacré entouré d'apparats, mais d'un dernier rendez-vous d'une gravité absolue, dans une ville qui fut la sienne, auprès des siens, avec cette possibilité laissée au public de venir lui rendre hommage. Là encore, quelque chose dit tout de Bruno Salomon. Même la cérémonie de l'adieu semble avoir été pensée sans mur, sans distance arrogante, sans exclusion. L'homme qui entrait chez les gens par leurs écrans quitte ce monde en laissant la porte entr'ouverte à celles et ceux qui voudront simplement dire merci. Ce n'est pas un détail. C'est une forme de vérité sur sa place dans le paysage français. Il n'était pas seulement regardé, il était reçu. Dans ce récit, le cancer n'est jamais un simple décor tragique. Il est l'adversaire central, le personnage sans visage qui détruit les équilibres, bouleverse les calendriers, transforme l'amour en veille permanente et le travail en combat dissimulé. On comprend pourquoi tant de familles redoutent ce mot avant même de connaître le diagnostic exact. Le cancer s'accompagne d'une terreur presque primitive, parce qu'il fait entrer l'incertitude dans la maison, dans le couple, dans le rapport au lendemain. Il suffit qu'il soit prononcé pour que l'avenir change de couleur. Lorsqu'il récidive, il installe une peur encore plus sourde, celle qui ne s'illusionne plus complètement. Et pourtant, il faut continuer. Continuer à se lever, à sourire, à protéger les enfants, à rassurer les amis, à prendre les rendez-vous, à répondre au téléphone, à dire que ça va peut-être aller mieux. Cette cruauté-là, Bruno Salomon l'a portée dans l'ombre.
Et c'est peut-être ce qui rend son départ si profondément bouleversant. Il a protégé le public de sa douleur pendant qu'il la traversait lui-même. La part la plus romanesque, la plus poignante aussi, tient dans ce que l'on ne saura jamais tout à fait. Les sources publiques ne disent pas l'instant précis où tout a basculé. Elles ne racontent pas le couloir, le regard du médecin, la minute exacte où un artiste comprend que sa vie vient d'être divisée en un avant et un après. Alors l'imagination comble ce silence avec pudeur. On voit un plateau de tournage en 2020, un homme qui sort quelques minutes, un trouble, un examen, une phrase qui change tout, puis le retour au travail comme si rien ne s'était passé. On voit les semaines où il décide de se taire, non par déni, mais par élégance, par instinct de protection, peut-être aussi par refus d'être réduit à sa maladie. On voit les mois où l'on repousse l'aveu, où l'on se persuade qu'il faut encore tenir, encore tourner, encore vivre normalement. Cette reconstitution n'est pas un procès verbal, c'est la forme émotionnelle d'une vérité humaine. Elle dit ce que tant de malades célèbres ou anonymes vivent réellement. Le silence choisi, la dignité obstinée, l'épuisement caché. Ce silence, d'ailleurs, n'avait rien d'un mensonge. Il relevait d'une pudeur française presque ancienne, celle des artistes qui ne transforment pas leur souffrance en feuilleton public. À une époque où tout se raconte, où tout s'exhibe, où les drames intimes deviennent instantanément du contenu, le fait qu'un homme comme Bruno Salomon ait laissé si peu filtrer de sa lutte renforce encore l'émotion. Non parce que le mystère fascine, mais parce qu'il oblige au respect. Il rappelle qu'une célébrité n'est pas un bien collectif. Qu'un acteur adoré reste un homme, avec ses peurs, son couple, ses nuits, ses proches, ses fragilités. Et peut-être est-ce là que la réaction de Jean-Luc Reichmann, dans sa gravité, rejoint celle de tant d'autres. Devant la mort, les statues s'effondrent. Il n'y a plus ni animateur, ni vedette, ni personnage public, ni figure de prime time. Il y a seulement des êtres humains forcés de regarder l'évidence la plus nue du monde. On ne maîtrise rien, pas même l'ordre dans lequel les absents nous sont repris. Comme si cette semaine n'était pas déjà assez sombre, le paysage culturel français a été frappé, presque aussitôt, par une autre disparition. Isabelle Mergo est morte le 20 mars 2026, à 67 ans, des suites d'un cancer du poumon. Quelques jours à peine après Bruno Salomon, un autre visage populaire s'effondrait. Une autre voix familière. Une autre silhouette du rire. Une autre preuve que le talent n'immunise contre rien, que la notoriété ne négocie aucun délai et que le cancer continue de dévaster les trajectoires avec une indifférence glaçante. Cette proximité entre les deux morts a donné à la semaine un relief funèbre particulier, comme si le spectacle français était contraint de contempler, en accéléré, la vulnérabilité radicale de ceux qui font rire les autres. Ceux qui amusent portent parfois des fardeaux invisibles. Ceux qui détendent les soirées des familles traversent eux aussi la terreur, la fatigue, la déchéance physique, les rendez-vous médicaux, l'angoisse des proches. Le public l'oublie souvent parce qu'il préfère la lumière. Mais la lumière n'abolit jamais la nuit. Alors que reste-t-il, une fois les hommages publiés, les émissions spéciales diffusées, les photos redécouvertes, les rediffusions programmées, les messages de tristesse relayés de compte en compte? Il reste d'abord un vertige. Celui de voir mourir trop tôt un acteur qui semblait encore en plein mouvement. Il reste ensuite une image, celle d'un homme aimé de ses pairs et du public, qui a traversé sa maladie dans la retenue et qui laisse derrière lui non seulement une œuvre, mais une empreinte affective. Il reste enfin une leçon cruelle, que tant de proches formulent sans toujours trouver les mots justes. La mort réelle ne ressemble jamais au récit que l'on s'en fait. Elle ne suit pas l'ordre des scénarios. Elle ne respecte ni les épilogues, ni les attentes. Elle prend au milieu des projets, au milieu des promesses, au milieu des retrouvailles, au milieu d'un amour enfin officialisé, au milieu d'une carrière encore habitée. Elle laisse les familles en pièces, les amis sans voix, et le public avec cette impression d'avoir perdu quelqu'un qu'il connaissait sans l'avoir jamais rencontré. Bruno Salomon aura donc quitté la scène comme il avait vécu sa célébrité, sans fracas inutile, mais avec un impact immense. La France se souviendra du comique absurde révélé par Graines de Star, du membre des Nous à nous,
du camarade de route de Jean Dujardin, du comédien passé par le doublage, du visage de Brice de Nice, de Kaamelott, de Burger Quiz, et surtout du père un peu fou, profondément tendre, de fais pas ci, fais pas ça. Mais derrière ce parcours, il faut désormais retenir quelque chose de plus grave. Le courage silencieux d'un homme dont le corps s'éteignait pendant que l'œuvre, elle, continuait de vivre. Et si cette histoire nous serre autant le cœur, c'est peut-être parce qu'elle dit la vérité la plus ancienne et la plus insupportable de toutes. Nul ne connaît son heure. Nul ne peut promettre à ceux qu'il aime qu'il sera encore là demain. Et nul, pas même un acteur habitué aux faux départs et aux morts de fiction, ne peut négocier avec la dernière sortie.